Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Un calme précaire règne à Tripoli après une nuit de violence meurtrière entre les quartiers rivaux de Jabal Morsen et Bab el-Tebene. Le moufti de Tripoli appelle les responsables libanais à la vigilance et à ramener le calme dans la ville. Michel Sleiman appelle les Libanais à l'entente et au dialogue et à sauvegarder la coexistence et l'entente islamo-chrétienne. Le président de la République s'exprimait lors d'une conférence sur les chrétiens d'Orient. Lardar Brahimi poursuit sa tournée régionale de préparation de la conférence de paix en Syrie. Il est arrivé aujourd'hui à Téhéran, où il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif. Et à suivre également dans ce journal, la gare routière de Sao Paulo, Brésil, violemment prise pour cible par des protestataires. 4 banques ont par ailleurs été attaquées. Les manifestants exigent la gratuité des transports publics. Alors je vous disais en titre, un calme précaire règne à Tripoli après une nuit de violence meurtrière entre les quartiers rivaux de Jabal Morsen pro-Assad et Bab el-Tebene pro-rébellion. Au moins 4 personnes ont été tuées, il y a plusieurs blessés. L'armée libanaise a riposté aux tirs et a renforcé sa présence dans la ville. Objectif, tenter de mettre fin à ces affrontements qui durent depuis plusieurs jours et qui ont fait une dizaine de morts. Ce midi, une foule en colère a assisté aux obsèques de 3 personnes tuées la veille. Plusieurs axes routiers de la région sont impraticables, notamment la route reliant les ronds-points Mahaloula et Abou Ali à cause des tirs intermittents de francs-tireurs. Conséquence, la majorité des commerces de la ville sont restés fermés, les écoles et les universités aussi. Une réaction, celle de Saad Hariri. Dans un communiqué, il impute les violences à Tripoli au régime syrien. Hariri parle d'une sale guerre qui touche la ville, ses habitants et leur dignité. Le chef du courant du futur accuse le président Bachar el-Assad, sans le nommer, de vouloir faire sombrer Tripoli dans le chaos, le qualifiant de cerveau criminel de Damas. Et une autre réaction, celle du moufti de Tripoli et du Liban Nord, Malek Shahar, qui a tenu ce midi une conférence de presse à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil supérieur chérier. Le cheikh a appelé les responsables libanais à la vigilance et à ramener le calme dans la ville, car à ses yeux, la solution est entre leurs mains. Le moufti a estimé qu'il est inacceptable que le sang de Tripoli et du Nord continue de couler et a dénoncé l'inaction des services de sécurité et des forces de l'ordre. Shahar a demandé au nom de tous les habitants de la région que les criminels soient arrêtés et traduits en justice. Avec nous en ligne, Ahmad Fatfat, député du Courant du Futur. Bonsoir, docteur Fatfat. Bonsoir. Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends tout à fait. Parfait. Alors, docteur Fatfat, dites-nous, est-ce que vous pensez que l'appel, justement, du Conseil supérieur chéré sera entendu? Et est-ce que, justement, l'armée et les services de sécurité vont, justement, arrêter les responsables? Je ne sais pas s'ils vont le faire cette fois-ci. Vous savez, c'est la 17e ou la 18e fois qu'il y a une flambée de violence à Tripoli. Et c'est la 12e fois avec ce gouvernement actuel, présidé par un Tripolitain qui est Najib Mikati, ce qui est très, très, très malheureux. Nous avons l'impression que cette fois-ci, les violences ont vraiment été déclenchées par la milice que s'appelle le Parti arabe démocratique, qui est un allié de Hezbollah et de Bachar el-Assad, un allié annoncé, et ce n'est pas une accusation. Monsieur Rafat Eid, qui a carrément annoncé que les violences vont continuer dans la ville. En fait, il cherche à dissimuler le fait que des partisans de son parti et de sa région ont été arrêtés par la gendarmerie, par le Maloumat, parce qu'ils sont accusés et ils ont même reconnu d'avoir commandité et placé les voitures piégées devant les mosquées à Tripoli fin août. Donc nous sommes face à un tableau vraiment dramatique actuellement. La ville subit des bombardements nocturnes, elle subit les francs-tireurs, il y a pas mal de tués et de blessés. Et à votre avis, docteur Fatfat, les réactions jusqu'à maintenant des autorités ont été très, très, très timides. Justement, à votre avis, pourquoi justement cette timidité? Pourquoi ne pas donner un feu vert à l'armée justement pour intervenir? Vraiment, je ne sais pas. Et même l'intervention de l'armée, elle est parfois trop violente et plutôt contre les victimes que contre les gens qui mènent ces batailles à Tripoli. Nous voyons l'armée intervenir à l'intérieur de Tripoli et ne pas intervenir à Jabal Morsen, ce qui pose pas mal de questions. Mais pourquoi justement pas une déclaration, une intervention du général de l'armée Karouaji?
Vous savez, moi, j'ai posé la question au ministre de l'Intérieur ce matin. Il dit qu'il y a un plan qui va être mis en exécution. Et ce midi, le général Ayoubi, qui est à Tripoli, nous a informé qu'il vient d'avoir l'accord de l'armée pour une intervention plus ferme à Tripoli. Nous demandons une intervention très ferme. Pas nécessairement trop violente. Oui, mais docteur Fatfat, entre-temps, sur le terrain, le sang continue de couler en attendant justement ce plan sécuritaire. Bien sûr, je pense qu'il y a pas mal de responsabilités qui doivent être supportées. Et moi, excusez-moi, mais je crois que le premier responsable actuellement, c'est Najib Mikati, qui est Premier ministre, c'est sa ville, et sa déclaration hier est tout à fait incompréhensible, qui dit qu'il y a un plan, qui a une couverture politique, mais qui n'a pas les moyens de le faire appliquer. Et ça, ce n'est pas acceptable. Quand on est Premier ministre, on peut pas tenir un discours pareil. J'espère que... Mais vous vous adressez quand même à un Premier ministre démissionnaire, docteur Fatfat. Oui, démissionnaire ou pas, mais vous savez, quand on est face à des batailles comme ça, ce sont des affaires courantes, hein. Il ne s'agit pas de prendre des décisions dramatiques pour le pays. C'est très important de gérer parce que ça fait partie des affaires courantes que le gouvernement doit gérer. Est-ce qu'à votre avis, la situation à Tripoli nécessite une réunion extraordinaire du gouvernement? Non, je ne crois pas. Vous savez, on en a marre des réunions et des promesses. Il y en a eu pas mal de réunions, pas mal de promesses. Nous avons besoin d'action réelle. La ville est en train de mourir. Il faut absolument qu'ils interviennent, qu'ils sauvent la ville de Tripoli. La ville de Tripoli est agressée par la milice qui se trouve à Jabal Mohsen. Les habitants de Jabal Mohsen sont aussi agressés. Ils sont pris en otage par cette milice pro-syrienne de M. Rafat Aïd. S'il n'y a pas une action ferme à tous les niveaux, s'il n'y a pas un désarmement réel de cette milice, il n'y aura jamais la paix à Tripoli. Et un mot peut-être sur les propos du président de la République. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État a assez, en tout cas, déploie les efforts nécessaires justement pour rétablir le calme à Tripoli? Le président de la République, il fait ce qu'il peut. Mais ça, c'est l'affaire des ministres, du Premier ministre, et l'affaire de la gendarmerie, l'affaire de l'armée. Le président, il peut que donner des conseils ou des consignes, mais ce n'est pas lui qui est en cause dans cette histoire. Je crois que le président fait plus qu'il ne peut. Ahmad Fatfat, député du Courant du Futur, merci pour votre analyse sur la situation justement à Tripoli. Le président de la République, Michel Sleiman, a appelé les Libanais à l'entente et à la collaboration et au dialogue dans un discours à l'occasion d'une conférence sur les chrétiens d'Orient organisée au Centre international pour le dialogue à Raboué, au nord de Beyrouth. Le chef de l'État a appelé à la sauvegarde de la coexistence et de l'entente islamo-chrétienne. Sleiman a par ailleurs indiqué que l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad El Thani, lui a assuré qu'il allait faire tout ce qui est nécessaire pour libérer les 2 évêques enlevés en Syrie, Yohanna Ibrahim, chef du diocèse syriaque orthodoxe d'Alep, et Boulos Yazigi, chef du diocèse grec-orthodoxe de la ville, ont été kidnappés fin avril à Kafar Dael, près de d'Alep. Les ravisseurs seraient des djihadistes tchétchènes actifs au niveau de réseaux islamistes en Turquie. Et auparavant, le chef de l'État avait reçu en audience le Premier ministre désigné Tamam Salam au palais présidentiel à Baabda. Les 2 hommes ont passé en revue les derniers développements au Liban et dans la région, mais ils ont surtout évoqué les tractations politiques en cours en vue de la formation du nouveau cabinet. Sleiman s'est par la suite entretenu avec le chef de la Sûreté Générale, Abbas Ibrahim, une rencontre axée sur l'affaire de l'enlèvement des 2 évêques orthodoxes en Syrie et les efforts déployés pour obtenir leur relax. Le chef de l'État a aussi reçu l'ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale, un entretien au cours duquel ils ont notamment évoqué les relations bilatérales à tous les niveaux, notamment militaires, et les moyens de les consolider. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. La Géorgie tourne demain la page Saakashvili. Retour sur le plateau de l'info, je vous le disais, dans le cadre de sa tournée régionale de préparation de la conférence de paix en Syrie, Lardar Brahimi est arrivé ce samedi à Téhéran. Il s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, l'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe. Il s'est déjà rendu en Turquie, en Jordanie, en Irak, en Égypte, au Koweït, au Sultanat d'Oman et au Qatar, dans le cadre de cette tournée qui doit aussi le mener une nouvelle fois en Syrie. Brahimi tente de convaincre toutes les parties de la nécessité de rassembler autour d'une table des représentants du régime Assad et de l'opposition pour tenter de trouver une solution politique au conflit. Mais l'opposition syrienne est très divisée sur l'idée de participer ou non à cette conférence prévue fin novembre.
La secrétaire générale adjointe de l'ONU chargée des affaires humanitaires, Valérie Amos, a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à s'impliquer avec force pour permettre la livraison d'aide aux populations déplacées en Syrie. 3 semaines ont passé depuis l'adoption par le Conseil d'une déclaration non contraignante visant à permettre l'accès des agences humanitaires sans grand changement à signaler, déplore la responsable onusienne qui parle d'une course contre la montre. Selon Valérie Amos, la délivrance de visas est difficile. Seules 15 agences et organisations humanitaires internationales ont été autorisées à opérer en Syrie. D'après les services humanitaires de l'ONU, quelques 2,5 millions de Syriens ont besoin d'aide à l'intérieur des frontières du pays. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la Géorgie tourne demain la page Saakashvili, élu en 2004. Et après 2 mandats successifs, la figure de la révolution de la rose ne pourra pas se représenter à la présidentielle. 23 candidats sont en lice. Le candidat du pouvoir en place, Giorgi Margvelashvili, fait figure de favori. Parmi ses objectifs en politique étrangère, l'intégration dans l'Europe et les structures euro-atlantiques. Les Argentins sont aussi appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives de mi-mandat qui ont valeur de test pour le parti de Cristina Kirchner. Opérée en urgence, la présidente a dû s'éclipser de la scène politique, laissant son camp en plein doute. Son bilan économique est contrasté. Le pays fait face à une très forte inflation et la croissance marque un ralentissement. Alors qu'une délégation allemande doit venir à Washington pour discuter des opérations d'espionnage et d'écoute téléphonique, le gouvernement américain s'efforce de dissiper les inquiétudes des Européens sans écarter la possibilité que d'autres accusations fassent surface. Outre François Hollande et Angela Merkel, ce serait au total 35 dirigeants qui auraient été placés sur écoute. Et la gare routière de Sao Paulo au Brésil, prise pour cible par des protestataires, des bus ont été brûlés et de nombreux équipements vandalisés. 4 banques ont par ailleurs été attaquées. Les manifestants exigent la gratuité des transports publics. La police anti-émeute a arrêté au moins 6 personnes. La présidente Dilma Rousseff a annoncé hier un plan d'envergure pour améliorer les transports publics à Sao Paulo. Vous allez voir, ce sont des images exceptionnelles. Les pompiers parisiens ont délogé peu après 11 h ce matin un militant de Greenpeace qui s'était installé dans une tente suspendue depuis le 2e étage de la Tour Eiffel. Son geste visait à attirer l'attention sur la détention en Russie de 30 membres de l'organisation dont il réclame la libération. Un autre militant Greenpeace avait sécurisé le pont d'attache de la nacelle depuis le 2e étage. Tous deux s'étaient introduits dans le monument grâce à une échelle avant l'heure d'ouverture, de quoi faire grincer les dents des responsables de la société d'exploitation de la Tour Eiffel qui entend porter plainte en réparation des divers préjudices que lui a causé l'opération, entre autres le retard dans l'ouverture du monument au public. Entre 10 000 et 32 000 personnes visitent chaque jour la Tour Eiffel. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Un calme précaire règne à Tripoli après une nuit de violences meurtrières entre les quartiers rivaux de Jabal Morsen et Bab el-Tebene. Le Moufti de Tripoli appelle les responsables libanais à la vigilance et à ramener le calme dans la ville. Michel Sleiman appelle les Libanais à l'entente et au dialogue et à sauvegarder la coexistence islamo-chrétienne. Le président de la République s'exprimait lors d'une conférence sur les chrétiens d'Orient. Lardar Brahimi poursuit sa tournée régionale de préparation de la conférence de paix en Syrie. L'émissaire de l'ONU de la Ligue arabe est à Téhéran, où il a été reçu ce matin par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Jawad Zarif. Et la gare routière de Sao Paulo au Brésil, violemment prise pour cible par des protestataires. 4 banques ont par ailleurs été attaquées. Les manifestants exigent la gratuité des transports publics. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon week-end à toutes et à tous.